Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver en espérant que vous avez passé une bonne semaine riche d'expériences. Ici, nous échangeons dans cette libre antenne sur vos expériences intérieures. L'expérience est-elle d'ailleurs extérieure à nous ? Jamais vraiment, puisque notre vécu nous renvoie constamment à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il est essentiel de le constater comme une expérience, justement, car ces vécus ne font pas de nous une bonne ou une mauvaise personne. Nous ne résumons pas à la somme de nos ressentis. Chacun ressent un moment dans sa vie de la colère, de la peur ou de la honte, et pour autant cela ne fait pas de vous un colérique ou un peureux. N'en déduisez rien sur votre personnalité, mais comprenez que certaines expériences ne vous conviennent pas ou vous renvoient à votre passé. Si vous pouvez apprendre à tolérer ces sentiments, pensées, sensations, vous aurez plus d'espace à l'intérieur de vous et surtout plus de marge de manœuvre. Sinon, en voulant les éviter à tout prix, vous resterez prisonnier de vos expériences intérieures et elles auront le pouvoir sur vous. Allez, ici dans cette libre antenne, on accueille vos vécus intérieurs et on vous apprend à ne pas les juger pour vous sentir moins vulnérable. En matière d'accueil ce soir, ce sont Amandine et Paul qui reçoivent vos appels au 39 21 et Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous êtes invités à réagir aux témoignages si vous le souhaitez par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr ou sur la page Facebook officielle Sophie Peters. 39 21, je suis à l'écoute de votre intérieur. Sur Europe 1, Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Chloé. Bonsoir Sophie, je vous remercie de prendre mon appel. J'ai beaucoup de chance parce que vous êtes débordée quand même. Voilà. Alors je commence par la question. Je suis un peu stressée de parler à l'antenne. Oui, mais après on s'en rend plus compte, on oublie. D'accord. Alors donc la question que j'avais à vous poser, c'était comment dénouer le blocage dans lequel je suis, le nœud dans lequel que je ne parviens pas à dénouer et accepter la situation. Parce que j'ai 65 ans, je suis donc mon ex-mari a demandé le divorce depuis 6 ans maintenant et j'ai été 5 ans avec lui dans la même maison parce que je ne parvenais pas à quitter ma maison et j'étais tombée en dépression. Donc je suis déménagée depuis 6 mois. Oui. Et je suis dans un appartement que j'ai acheté et qui ne me plaît pas, dans un quartier que je ne connais pas et pour lequel je n'ai plus du tout de repères, alors que moi mes repères c'est quand même important. Donc j'ai pas su évaluer le besoin. Voilà, donc voilà, je fais toujours des mauvais choix et je voudrais découvrir tout ce qui m'amène à connaître l'échec, la douleur ou les mauvais choix. Pourquoi vous dites que vous faites toujours des mauvais choix, Chloé ? Déjà, en choisissant un mari, en choisissant une région, je ne suis plus dans ma région d'origine et la région ne me plaît pas forcément. Je pensais partir un peu plus tard à la retraite ailleurs et puis avec ce divorce, je suis un petit peu bloquée là. Voilà. Et l'appartement, là, qui est quand même un achat important, c'est pareil. Oui, voilà, mais qui fait suite quand même à un événement traumatisant pour vous. Donc, pas toutes les capacités forcément pour faire un choix qui vous correspondrait mieux. Quand vous dites je fais les mauvais choix et vous me citez le choix de votre mari, mais vous êtes resté combien de temps marié avec lui ? 35 ans. Oui, donc au départ, c'était pas un mauvais choix. Oui, mais bon, il y a quand même des choses... voyez, quand on fait le check-up, il y a des choses qu'on voit, qu'on accepte, et puis finalement, j'aurais jamais dû rester si longtemps. Je suis quand même fautive de ne pas avoir pris le taureau par les cornes en disant je pars, mais je ne voulais absolument pas casser une famille, et puis finalement, elle est cassée quand même. Oui, mais ce qui comptait pour vous, c'était, comme vous dites, ne pas casser une famille. Donc votre choix, vous en aviez un. Et pour vous, c'était celui qui correspondait à vos valeurs. Il se trouve que votre mari en a fait un autre.
Et aujourd'hui, vous dites, bah oui, mais effectivement, peut-être on s'entendait pas, ou il y avait plus d'amour, et vous avez ce sentiment de faire le mauvais choix parce qu'il vous impose le sien. Mais le vôtre, il y en avait bien un qui vous parlait, Et oui, puis encore maintenant, j'en suis encore vraiment pas bien, ma dépression, je etc. comprends, Et lui, c'est son 3e divorce. Donc ça aussi, j'aurais dû. Parce que quand vous l'avez rencontré, il avait déjà été marié 2 fois. Voilà. Donc jeune, hein, parce que 35 ans ensemble. Mais oui. Oui, il est comme voilà. Vous avez vécu quand même une grande tranche de vie ensemble. Une grande tranche de vie ensemble qui s'écroule là, voilà. Mais qui, j'imagine, n'a pas été 35 ans négative, si vous observez vraiment la réalité. Non, mais ça fait 20 ans que je sors vraiment seule, qu'on ne partage rien. Voilà, donc c'est pas... Que vous teniez en force, donc ça fait 20 ans. C'est quelqu'un qui... Oui, ça fait 20 ans, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez difficile, assez solitaire. Et l'émission que j'ai eue hier, je ne sais pas si c'était vous hier, non? C'était Caroline. Bien sûr. Oui, voilà, ça a résonné, c'est pour ça que j'ai écrit aujourd'hui, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un dans l'émission, un homme qui voulait toujours avoir raison et tout, et je me suis vraiment tout à fait reconnue. Pas du tout de dialogue, pas d'échange, pas de partage, voilà. Donc je n'ai jamais eu ma place, donc là, voilà. Alors j'ai consulté psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute. Donc je mets quand même pas mal d'argent pour essayer de m'en sortir. Je suis persévérante, mais je trouve que les solutions, je ne les ai pas beaucoup quand même. Vous imaginez quoi comme solution quand vous dites j'ai consulté, je trouve pas les... Oui, j'attends pas la solution des autres, mais j'attends le petit déclic qui fait que je réagisse. Vous voyez, c'est pas la baguette magique que non, bien sûr, mais quelque chose mais... qui vous apaiserait, qui donnerait du sens, c'est ça? Qui m'apaiserait ou qui ferait que j'accepterais, surtout que je ne serais pas encore dans la résistance, parce que là je suis dans la résistance, et ce que vous disiez dans votre introduction, ça prend toute la place et ça m'empêche de réagir. Oui, c'est ça. Parce que du coup, on met beaucoup d'énergie à résister au lieu de se laisser aller dedans. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est pas confortable. Mais quand vous dites je n'ai jamais eu ma place, une place ça se prend. Et peut-être que quand vous avez ce sentiment de faire les mauvais choix, c'est peut-être simplement que vous ne choisissez pas. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne choisissez pas? Exactement. Qu'est-ce qui vous amène à ne pas choisir? À ne pas choisir, à subir, à être passive. Là, depuis 5 ans, je suis archi-passive et ça m'a détruit les 5 ans là. Là, vous étiez en plein trauma au moment de la séparation. Oui, c'est difficile une séparation après 35 ans. Oui, mais 5 ans dans une vie, ça fait quand même du gâchis de temps aussi. Oui, vous n'étiez pas en état, vous dites vous avez fait une dépression, vous êtes resté dans la maison. J'y suis encore là en dépression, parce que je suis dans un appartement. Je suis dans les cartons, c'est vraiment le syndrome de Diogène, là. Parce qu'il y en a partout. Non, c'est le syndrome de Diogène, c'est la personne qui jette rien et qui amasse tout. Vous avez juste pas déballé vos cartons. C'est quand même, ça fait quand même un peu tout amassé, pas rangé. Oui, non, Vous êtes dur avec vous, Chloé? Oui, c'est vrai. Vous êtes dur avec vous. Je suis... Oui, comme si vous imaginez. J'ai le sentiment quand je vous écoute que vous imaginez que vous devriez être différente de qui vous êtes. Elle est peut-être là la résistance. C'est pas accepter qui je suis, mais qui je suis avec toutes ces contradictions, avec toutes ces souffrances. Oui, c'est vrai. C'est d'aller contre et d'imaginer que je devrais être quelqu'un qui vit bien la séparation après 35 ans, qui trouve un appartement qui lui convient, qui fait tout comme on doit faire, là, comme c'est écrit, je sais pas, dans les magazines, dans les livres, comme si je devais absolument faire les choses autrement que je les fais. Oui, mais enfin, à 65 ans, on n'a plus trop le droit à l'erreur aussi. On n'a plus beaucoup de temps pour essayer d'être bien, voilà, c'est ça. On en fait beaucoup des erreurs en tâtonnant et on vit. Vous aviez un choix qui était assez clair, qui était je tiens à une famille, à ce que j'ai construit, je tiens à ma maison, je tiens à une sécurité qui me procure une sécurité intérieure et je sais pas faire sans. Et d'ailleurs, quand on vous l'enlève, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'écroule. Ah oui, c'est ça. Mais même encore maintenant, au bout de 5 ans, même encore ce soir, ça me meurtrit, voilà. Donc les psys me disent que j'étais avec un pervers obsessionnel. Bon, je sais que le mot pervers, il est un peu galvaudé, mais surtout que j'étais sous son emprise. Et il met sa fille sous son emprise, sa fille, donc ma fille aussi,
qu'il ne me parle pas depuis, parce qu'elle voudrait que le divorce soit fini, etc. Mais elle est dure avec moi, elle ne me parle pas. Elle est peut-être dure avec vous aussi pour une histoire de place et de choix. Elle a besoin de vous trouver peut-être. Oui, c'est ça. Mais bon, il la mettait son père aussi. la mettait à ma place dans la famille. Je vois bien maintenant. J'avais vu ça aussi. J'avais vu ça à un moment, mais je faisais pas le poids face aux deux. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que si, effectivement, hein, je suis le diagnostic qu'on vous a donné, c'est que on met du temps après ce genre d'histoire à se retrouver quand on a été pris dans les mailles du filet de l'autre, qu'on s'est laissé prendre pour plein de raisons dont on n'est pas coupable, juste effectivement une forme de responsabilité dans le sens où on s'est trouvé là-dedans, mais qui peut s'expliquer par une histoire de vie, par des peurs, par plein de choses. Mais après, oui, des peurs, ça j'en ai des peurs. Oui. Et après, il faut un certain temps, s'il y a eu de l'emprise, pour arriver à retrouver un territoire, un espace. Oui, c'est très symbolique, plein de sens, votre histoire d'appartement et de lieu de vie, parce que c'est comment je retrouve une place qui serait rien qu'à moi, alors que pendant 35 ans, j'ai été dans une place avec l'autre. Et que j'ai attendu qu'il me la donne ou qu'il soit bienveillant avec moi. Oui, il n'a jamais été, hélas. Voilà. Donc, donc j'ai été assez passive, je sais pas. J'ai passive. Vous avez attendu à un certain moment. Oui, vous avez attendu qu'il soit bienveillant avec vous sans qu'il le soit jamais. Oui, ça n'existe pas. Parce que vous n'êtes pas avec vous-même, peut-être. Vous savez l'être avec vous-même, bienveillante. Je suis un peu dure avec moi, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc vous avez trouvé quelqu'un qui était à la hauteur de la façon dont vous vous traitez. Oui, et puis dans mon père aussi m'a traité. Vous voyez, tout ça, j'ai assez vu de choses pour comprendre certaines choses. Compris. Mais oui, mais pour en sortir, voilà, parce que comprendre c'est une chose, mais c'est vrai. Comprendre c'est une chose, en sortir c'en est une autre. Alors en sortir, aussi bizarre que ça puisse vous paraître. Souvent, ça se décide parce que ça se fait pas. Il y a pas un lien automatique. Je comprends et du coup automatiquement j'en sors. C'est je comprends et parce que je comprends, je décide autre chose dans ma vie. Sortir. Oui, où je fais des choix. Vous parliez de choix. C'est par exemple si on prend votre histoire d'appartement. Alors je sais bien que vous êtes encore de l'écarton et vous avez fait un certain choix. C'est repenser. Qu'est-ce qui m'a conduit à faire ce choix-là? Pourquoi cet appartement dans cet endroit-là qui d'en fait ne me plaît pas? Comprendre dans quoi je me suis trouvée pour me retrouver là aujourd'hui. J'étais un petit peu, il fallait que je me dépêche parce qu'au bout de 6 ans, il y a un moment, on a un peu la pression. Et j'ai trouvé un appartement qui n'était pas très grand, quand même lumineux, etc. Je me suis dit, si ça va pas, je ne serais pas obligée de le revendre pour perdre encore et je pourrais peut-être le louer. Enfin, voilà. Donc j'ai pris quelque chose. D'accord, donc c'était bien raisonné. Déjà dans ma tête, je ne voulais pas y rester. Mais non, je ne sais pas si c'était bien raisonné parce que j'aurais pu prendre quelque chose de mieux. Et dans un autre quartier. Enfin bon, je ne savais pas quel quartier. Vous avez eu le choix à un moment. Non, il n'y avait pas rien qui se présentait. Non, j'ai pas eu le choix parce que rien ne me plaisait parce que je n'avais pas envie de partir. Parce qu'en fait, je suis entre guillemets quand même un peu butée et bloquée parce qu'il y a un moment, il faut que je raisonne aussi et il faut que j'arrête de croire comme une petite fille que tout va changer. J'ai l'impression de ne pas être adulte, vous voyez. Oui, de ne pas choisir pour vous et de penser à quelque chose qui va se faire avec le temps. Voilà. À une vie rêvée, à une vie, au projet qu'on avait avant, etc. Donc, voilà. Et puis, j'ai toujours des idées toutes faites, des pensées généralisantes. Oui, ce que vous m'avez dit au début, hein, j'ai fait tous les mauvais choix, j'ai toujours mal choisi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que... Alors, en ce moment, j'ai des... Ah, excusez-moi, oui. Oui, en ce moment, dites-moi. Oui, j'ai commencé donc un cycle de méditation en 8 séances dans un milieu, méditation thérapeutique. C'est quelque chose de nouveau. Oui. Encore autre chose que j'essaie, donc pour essayer de me recentrer sur moi et puis d'y voir un peu plus clair entre les émotions et le corps, etc. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver une solution. Enfin bon.
Moi, je vais essayer ça. Oui, c'est une bonne idée de rentrer dans quelque chose qui est susceptible de vous porter plus d'apaisement. Reprenez, dans votre histoire d'appartement, reprenez le choix initial qui était de dire, au pire, je suis dans l'urgence, je dois trouver un lieu où me poser. Au pire, si vraiment ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours le louer. Gardez cette éventualité et... Ah ben, je ne pense qu'à ça. Tous les jours, je me dis, je ne m'installe pas parce que je vais partir ailleurs. Voilà. Bon, et c'est quoi et pourquoi ce serait un problème de partir ailleurs? Vous le louerez? Après, bon, oui, on va être dans le notaire, chez le notaire et tout. Donc, comme il essaie en ce moment de me... de point de vue argent, vous voyez, donc bon, je ne vais pas parler ça de soir, vous voyez bien comment ça se passe, donc je suis pas sûre de récupérer, parce qu'en fait, il m'a bien manipulé, il a mis des choses à son nom, et je savais tout ça, mais j'ai fait trop confiance à quelqu'un qui ne méritait pas ma confiance. Ouais, en fait, donc, vous en voulez énormément, c'est pour ça que ça résiste. Oui, je suis très... vous êtes très en colère contre vous. Contre moi, oui. Ouais. C'est ça qui passe pas, Chloé. C'est ça qui passe pas, parce que dans mes choix... les choses, j'avais des bonnes idées que je n'ai pas faites. J'ai donné la main à l'autre et je n'aurais pas dû. Je ne me suis pas respectée. Oui. Je ne me fais pas respecter. Voilà, c'est ça. On se retrouve dans quelques instants, Chloé. À tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. D'accord. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe 1. Chloé, oui, vous étiez en train de nous dire que en fait, finalement, vous êtes très en colère contre vous-même. Oui, ça c'est vrai. Et c'est ce qui vous bloque. En fait, j'ai le sentiment que cette colère vous aide à valider votre croyance sur vous que vous faites les mauvais choix. Comme ça, vous avez une vraie bonne raison d'être en colère contre vous. Oui, on me dit ça aussi. Elle vous sert à ça, alors, cette colère? Parce que la colère, ça rend impuissant. La colère, c'est un piège. C'est juste. Donc, plus vous êtes en colère contre vous, moins vous pouvez agir pour vous, donc moins vous pouvez faire des choix. Il faut que je réussisse à faire un lâcher-prise, et comme vous disiez tout à l'heure, donc me projeter en me disant, en me forçant à être dans l'action. Alors, pas en vous forçant et pas je devrais, parce que ça marche pas, parce que ça c'est votre... je me dis tous les jours et je ça n'y peut arrive pas. Mais oui, parce que ça c'est votre cerveau qui résonne bien, là, votre cortex qui dit je dois, je veux, mais votre cerveau émotionnel n'est absolument pas d'accord avec ça. Oui, donc ça. Lui, c'est lui le plus puissant des deux, c'est lui qui bloque tout. C'est lui qui est le siège du ressenti, de l'émotion, là, le préfrontal qui est devant, et lui guide, mène la danse. Donc, le cortex pourra toujours vous raconter toute une histoire. Donc, c'est pour ça que la méditation, ça pourrait être bien. Alors, oui, la méditation, exactement, ça pourrait être bien. Parce que ça va accueillir ce cerveau émotionnel, ça va l'apaiser, et puis ça va vous permettre surtout d'être dans cette colère, parce que vous tentez de la museler, votre cerveau qui résonne bien, qui a tout compris, lui, il la muselle, il essaye de la contenir, mais elle envahit tout en fait, et puis elle finit par vous déprimer parce que vous retournez contre vous. Alors, laissez-vous aller dedans et donnez-vous toutes les bonnes raisons d'être en colère, ce droit à la colère, qui n'est pas destructeur, il l'est beaucoup plus parce que vous l'empêchez que de l'accueillir. C'est d'accord de pas avoir fait. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bon choix? C'est d'accord j'ai été peut-être victime d'un homme en qui j'ai eu confiance et avec qui c'est difficile, et oui, je dois me battre. Oui, mais bon, l'estime de moi, c'est là, quoi. Elle est vraiment basse, avec des choix comme ça. Voilà. Elle est basse aussi avec ce que vous avez vécu. Et peut-être ça, vous en prenez pas suffisamment la mesure. Parce que dans une relation d'emprise, on a un peu confié les rênes à l'autre. Alors, pour peu que l'autre n'en ait pas pris soin du tout, et c'est bien le cas, on se retrouve un peu vidé à la fin de la relation. Ça. La seule chose que je faisais, c'est que je faisais des choses pour moi. Les voyages, des choses, je les faisais seule. Je ne m'empêchais pas de les faire quand même. Voilà, pour retrouver de la ressource. C'était des soupapes. Ouais. Oui, des soupapes. L'endroit où vous alliez reprendre de la ressource pour continuer le chemin. Parce que votre choix était tout à fait clair, continuer coûte que coûte. Ça, c'était votre choix. Alors, vous êtes en colère parce que lui en a fait un autre et vous a barré cette route-là, la route de votre propre choix. Bon, ça ne veut pas dire qu'il était mauvais, parce que
Vous êtes en train de refaire l'histoire en disant oui, mais alors du coup mon choix était mauvais. La preuve c'est qu'il a pas tenu. Bah non, c'est qu'il est allé contre celui de l'autre, de votre partenaire. Oui, c'est-à-dire que par un manque de dialogue, les choix, il n'était pas très communicant, donc jamais de dialogue. Donc il fallait que je découvre. On faisait des plans, des projets, et finalement tout tombait toujours à l'eau. Donc il y a un moment. En toute honnêteté, Chloé, si vous rentrez à l'intérieur de vous, entre la situation d'avant, on va reprendre bien avant les 5 ans, c'est-à-dire la situation du couple où vous étiez là à grappiller des petits coins de ressources, mais l'état de bien-être devait être assez faible, et la situation d'aujourd'hui qui est dure sur le plan des conditions, c'est-à-dire au-delà même du matériel, des conditions, ces changements, ces histoires de maison, c'est dur à vivre, mais est-ce qu'au fond de vous, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus heureux? Pour l'instant, très à l'intérieur. Non, pas trop. Pour l'instant, pas, mais j'y pense souvent. Oui. Et bon, quand je serai sortie peut-être de la torpeur dans laquelle je suis, peut-être que je serai mieux avec moi, parce que vivre avec quelqu'un avec qui on ne partage pas comme ça. C'était pas très heureux. C'était pas très heureux non plus. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que l'environnement était peut-être plus heureux, mais à l'intérieur, c'était pas gai. Aujourd'hui, l'environnement est beaucoup plus dur. Oui. Alors c'était la prison dorée, mais c'était pas gai dans les relations humaines. Oui, et peut-être que vous avez le sentiment d'avoir, entre guillemets, tout perdu. C'est-à-dire que la prison n'est plus là, mais c'est pas doré du tout, c'est même très gris et très dur. Mais au fond de vous, il y a sans doute un stresseur en moins, quelque chose qui n'est plus là, qui était quand même en permanence pas heureux pour vous. Mm-hmm. Il y a peut-être une petite lumière. Là. Je pense que j'ai vécu beaucoup comme ça, donc c'est pour ça mon blocage. J'ai plein de couches. Ouais. Que les thérapeutes ont du mal à me faire sauter, peut-être parce qu'il y a trop de couches depuis tant de temps. Ah, mais on vous les fait pas sauter, Chloé. Le thérapeute fera rien. Il est là pour vous guider. C'est vous qui marchez. Donc c'est vous qui, à un moment donné, rentrez, j'allais dire comme l'avion dans la zone de turbulence. Hein, vous rentrez vraiment dans le nuage. Ça secoue très très fort. C'est pas drôle du tout. On a très peur. Hein, c'est pas amusant du tout. Et en même temps, c'est là que derrière le ciel est un peu plus bleu. Et là, c'est accepter de rentrer dans cette zone de turbulence en sachant que l'avion est solide et qu'il va pas se casser. Hein. Un avion, ça traverserait très bien les zones de turbulence. Oui, moi, je ne suis plus trop solide. Ce que vous pensez, ça, c'est l'image que vous avez de vous. Ah oui, j'ai tellement de peur que j'ai du mal à avancer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vos peurs. Et la peur, quand elle est sans objet, comme ça, elle envahit tout. Oui. Si vous rentrez dedans, vous allez découvrir que tout tient très bien. Et au contraire, vous allez trouver énormément de ressources. Il y a un message qui dit: Chloé doit se dire qu'elle est enfin sortie du mépris et de la frustration. Elle doit se dire qu'elle est quelqu'un de bien. Elle fera enfin des choses qui vont lui faire plaisir et du bien en toute sérénité. Ne vous en voulez pas et partez vers l'avenir. Et puis il y a Fanny qui dit: ce à quoi l'on résiste persiste et s'amplifie, ce qui crée une lutte avec soi-même qui bloque et empêche de choisir. Ah oui, c'est juste, hein, c'est ce que vous disiez dans votre intro, oui. Et puis, pensez bien une chose, Chloé, c'est que toute lutte contre soi épuise le moi. Et le moi, c'est ce qui nous permet d'agir et d'être au monde. Mais ça, je m'en rends bien compte. Hein. J'en suis tout à fait épuisez votre moi, c'est-à-dire le cœur du réacteur, il s'épuise. Oui, là, je suis épuisée. Oui. Mais oui, il y a de quoi, bien sûr. Donc là, c'est vraiment arrêter de lutter comme ça contre vous-même, déposer les armes contre vous, parce que la lutte, elle est pas très juste et pas très égale. Et puis découvrir que oui, il y a de la fragilité, de la vulnérabilité, que vous c'est difficile parce que vous êtes dans une situation où, d'une certaine manière, une forme de paradoxe, de contradiction, vous n'avez pas choisi, et en même temps, ça pourrait vous aller parce que la situation d'avant ne vous convenait pas. Mais comme vous ne l'avez pas choisi, et comme on vous y a contraint, et qu'avant vous teniez par contrainte, vous êtes un peu furieuse, quoi. C'est un peu l'arroseur arrosé. C'est j'ai tenu toutes ces années sous la contrainte une situation qui me plaisait pas. Je me retrouve là, séparée toute seule. C'est dur alors que j'ai mis plein d'efforts à tenir dans une situation qui me convenait pas. Il y a de quoi trouver la pilule
très amer. Oui, ça c'est sûr, oui. Et ça vous renvoie à, mais à quoi ça sert d'avoir tenu toutes ces années pour me retrouver là où je suis ? Pour ça, mais tout oui, ça pour mais ça, tout ça bien pour sûr, ça, oui, bien tout sûr. Ça pour rien. Et ça, j'ai presque envie de vous dire, vous payez cher le choix que vous aviez fait contre vous-même. C'est un peu l'effet boomerang, c'est ce qui vous revient. Oui, c'est ça, oui. Et ça vous assomme, hein, un boomerang qui vous revient en pleine figure, ça fait boum. Oui. Quoi. Donc c'est dire, oui, c'est vrai, j'étais pas tout à fait dans mon axe. C'est vrai que j'ai tenu en force parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Ayez beaucoup d'indulgence. Beaucoup d'indulgence. Pensez bien que quand on prend des décisions dans nos vies, on pense pas mal faire, on pense que c'est ce qui est juste. On sait bien qu'on bricole, qu'on reste dans un couple, bon, c'est pas terrible, mais on se sent en sécurité, on se sent pas la capacité de faire autrement. Oui, on est un peu sous emprise, mais quand même, ça va passer. Puis je trouve des petits voyages, j'ai de la ressource. Donc voilà, on bricole. Combien on est tous à bricoler. Puis un jour, le toit s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous avez bricolé pendant des années que ça s'est effondré. Peut-être qu'il y a des choses à faire quand on est plus jeune pour prendre conscience des choses à ne pas supporter, des choses, des questionnements, parce que je m'en suis fait quand même des questionnements pendant toutes ces années. Mais il y avait plein de bonnes raisons qui vous ont pas permis d'agir. On se protège, on crée des protections, nos mécanismes de défense, nos résistances. Finalement, souvent, c'est vrai qu'en psy, on dit « Ah là, ça résiste ». C'est pas très beau parce que c'est comme si on accusait la personne d'avoir tort de résister. Mais une résistance, vous savez, en électricité, c'est aussi quelque chose qui protège le système. Donc une résistance, c'est une protection. Pourquoi on résiste ? On résiste pas juste pour résister à l'hécatombe. Pensez bien qu'on en ferait bien l'économie. On résiste parce qu'on protège. On protège quelque chose qu'on croit fragile. Et peut-être que le sujet est là pour vous. Vous vous croyez plus fragile que vous n'êtes. Vous protégez une fragilité qui n'est peut-être pas si réelle que ça. Oui, mais bon, quand on est jeune, ça peut encore aller, mais en vieillissant, moi, je ne pensais pas du tout avoir à me battre comme ça. Oui, mais vous ne pensiez pas. Hein, on est dans les croyances. Bon, alors, je ne suis pas malade. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus graves. Il faut que je pense à tout ça, c'est clair. Tant qu'on a une santé pour se... Oui, c'est difficile quand on s'est imaginé que les choses seraient différentes et que tout d'un coup la vie nous amène autre chose et on dit ah zut. Mais c'est à chaque fois ces épreuves. Alors c'est difficile à entendre quand on va pas bien et qu'on trouve que tout ça n'est pas très juste. Ça reste une invitation malgré tout. Ça en reste une. Donc essayez de regarder. Il faut que je vois le positif. Oui, cette lumière-là. Voir le négatif, oui. Bah oui, mais avant aussi, vous étiez dans le négatif et regardez ce que vous a amené à faire, à tenir en force sur des éléments qui vous rendaient malheureuse. Donc vous savez que ce chemin-là, il n'est pas très heureux pour vous. C'est peut-être l'occasion de changer ce chemin-là, de pas regarder ce qui va pas et où je m'épuise. Pour retrouver un peu de ressources. Mais pour changer, j'ai quand même du mal. Parce que je me force, quand je fais quelque chose dans une journée, le peu de choses que je fais, vraiment, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je me dis, bon, il faut vraiment... Sinon, je ne ferai rien. Donc, il faut que je retrouve cette Mais est-ce que c'est possible cette envie pour un temps... faire. Alors, est-ce que c'est possible, Chloé, pendant quelque temps, de vous donner l'autorisation d'arrêter de vous donner des coups de pied aux fesses, j'ai envie de dire, et de vous autoriser un peu à poser un peu les choses, à pas être je dois, je devrais, je suis nulle, allez, bouge-toi, fais ça. Si vous donniez des petites autorisations. Oui, je m'en donne. Vous savez, je m'en donne. Mais bon, il faut quand même que j'avance. Ouais. Voilà. Donc vous le sentez. Donc c'est que vous le sentez. Oui. Donc quand vous avancez, ça vous fait du bien. Non. Non, parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Mais parce que vous imaginez que vous auriez pu faire autrement. Vous ne pouviez pas faire autrement. Ça vous piège de penser ça. Vous n'aviez pas le choix. D'une certaine manière, hein, dans là où vous êtes aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous avez le choix. C'est dans l'ici et maintenant. Regardez pas derrière, ça se construit maintenant. C'est pour ça que la méditation, elle risque de m'aider. Exactement. Quand même, peut-être. Ça va vous ancrer, ça va vous aider à vous recentrer.
C'est ça, parce que je n'y suis pas du tout. Oui, c'est ça qui va vous apaiser. Bon, c'est ça aussi que je voulais vous poser comme question par rapport à la méditation. Bien sûr, excellent pour vous. Ça va calmer le flot de pensées négatives dans lequel vous êtes et ça va vous remettre dans votre axe. Excellent. Et on parlait d'ultrasons et puis de stimulation transcrânienne. D'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui a parlé de cette thérapeutique-là, stimulation magnétique transcrânienne. Mais bon, je ne sais pas, ça fait un peu peur. Hein. Mais ça, c'est quoi ? C'est en médical ? Je connais pas. Oui, d'accord. En psychiatrie pour reconnecter un peu. Oui, mais vous n'en êtes pas là, Chloé, en psychiatrie. Vous êtes là à vous reconnecter. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que j'étais pas le patient qui convenait pour ça. Non, ça me fait penser un peu aux électrochocs, ce que vous me racontez là. Oui, ça doit être un peu ça. Oui, ils ont changé le terme parce que c'est moins violent. Oui, c'est ça. Bon, Chloé, non, on n'est pas là. C'est pas le sujet pour vous là. Hein, très bien, très bien la méditation. D'accord, écoutez, je vous remercie. Mais il y a un message que je vous lis avant de vous quitter. N'ayez pas peur de vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos faiblesses et vos forces, retrouvez l'enfant qui est toujours en vous. Bon courage, Chloé, dit cet auditeur. Oui, c'est ça qu'il faut que je retrouve. Merci. Ouais. Merci. Je vous embrasse, Chloé, courage à vous. Hein, je vous remercie beaucoup. Au revoir, Chloé. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Oui, vous êtes bien là. Oui, je suis là. C'est moi aussi, hein, quelquefois j'ai des petits moments de solitude, je dis bonsoir, je dis oh, est-ce que ça répond ? Oui, vous êtes là, super. Oui, je suis là, je suis bien aimé là, donc voilà quoi. Thierry, vous vouliez nous parler de la relation avec votre compagne, votre femme, ouais ? Oui, tout à fait. C'est un peu complexe, je suis un peu perdu par rapport à tout ça, donc voilà. Ouais. Voilà, j'appelle ce soir parce que là, ça fait un certain temps que je suis dans le flou, on va dire, voilà. Ouais. Vous savez que la femme avec qui je partage ma vie, on va dire, voilà, elle est assez éteinte, voilà. Elle est ? Je vous entends pas bien, Thierry. Elle est ? Assez éteinte, voilà, oui. tout simplement. La relation est assez éteinte. Voilà, la relation est assez éteinte. Pas d'affection physique ou verbale. Pas d'affection non plus dans la vie de tous les jours, voilà. Ouais. Et du coup, là, ça doit faire encore un an à tout casser que ça se dégrade au fur et à mesure, voilà. Et depuis quelques mois, voilà, j'ai découvert qu'en fait, qu'elle avait une pseudo-relation sur Internet avec un inconnu, avec un ami à elle, soi-disant, voilà. Donc du coup, j'ai demandé des explications. La seule réponse que j'ai eue, c'était que, en fait, c'était la monnaie de ma pièce par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, voilà, simplement. À ce que vous avez fait dans le passé. Donc ça date d'il y a un certain temps alors. Oui, ça date d'il y a un certain temps. Oui, ça date d'il y a un certain temps. À vrai dire, avant, pour ne pas tout cacher, avant, j'étais un homme à femme, voilà. Oui. Et depuis que j'ai rencontré, j'ai mis de l'eau dans mon vin, et je me suis assagi et j'ai arrangé ma vie pour que ce soit assez propre, assez lisse, voilà, on va dire. Oui, donc que ça reste là est l'unique femme de votre vie. C'était ça le deal entre vous. Voilà, tout à fait. Mais alors, c'est quoi le sujet quand elle vous dit c'est par rapport à votre passé ? Il y a quoi, une revanche qu'elle prend sur quelque chose qu'elle n'a pas connu ? Oui, non, pas ça. C'est en fait qu'on s'est connus, que j'étais déjà en couple et tout, donc du coup, ouais. ça a été très compliqué la relation entre elle en tant que maîtresse et l'autre que j'ai quitté. Voilà, et ça, c'était il y a combien de temps, Thierry ? Oh, ça remonte à 5-6 ans déjà. Oui, donc depuis 5-6 ans, vous avez construit une histoire, un couple ensemble. Voilà, tout à fait. Alors, et aujourd'hui, elle renvoie
à cette histoire-là du début dans son comportement elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a jamais accepté et vous ne le saviez pas? Qu'est-ce qu'elle a gardé en elle toutes ces années? Bah, après maintes disputes, le même sujet qui revient sur la table, c'est celui-là. Voilà. Ah, c'est celui-là qui revient à chaque fois sur la table. Donc, elle a quoi? Elle a peur? Elle n'a pas confiance en vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Concrètement, elle m'a dit qu'elle n'a pas confiance. Voilà. Elle n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance. Puisque néanmoins, elle a vu des visages pour elle litigieux. Pour moi, non, puisque personnellement, je suis pas cela. Voilà. Elle a trouvé que j'avais un comportement qui n'était pas adéquat par rapport à cette situation. Voilà. Par rapport à quelle situation? Je vous entends pas bien, pardonnez-moi, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas en kit Mali par hasard, Thierry? Non, je suis en kit Bluetooth. Ah, en kit Bluetooth. Bon, oui. Je demande à Fabrice, non? Il a l'air de me dire que ça va. Bon. Vous pouvez pas prendre l'appareil Attendez. Ouais, parce qu'on a vraiment du mal et j'entends pas toutes les syllabes. C'est pour ça que je vous fais répéter. Et à l'antenne, c'est pas toujours évident. Donc, on vous perd pas. J'espère que vous êtes toujours là. Oui. Allô. Ah voilà. Ah ça change tout. Ah oui, c'est génial, merci. Mais oui, parce que ça faisait, je sais pas, un écho, ça déformait vos syllabes et j'avais énormément de mal à comprendre ce que vous me disiez. D'accord. Donc oui, donc par rapport à certains comportements et tout, parce que entre-temps, le temps que je mette tout en place, entre le temps où j'étais le coureur et maintenant que le mec dont je suis venu aujourd'hui, voilà, ouais. il s'est passé du temps. Donc entre-temps, il a fallu régler chaque histoire, mettre les choses au clair avec certaines conquêtes ou copines ou autre chose que j'avais en relation. Certains ont compris, d'autres non. Donc du coup, même m'a reproché pour le fait que certaines n'avaient pas compris, qu'elles avaient persisté dans le temps. Et au final de compte, moi de mon côté, je lui ai dit tout le temps que, écoute, personnellement, moi j'ai mis les choses au clair, j'ai décidé que je serais proche, que ce sera trop. C'est tout. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser, voilà. J'ai mis les choses au clair avec les personnes concernées. Et depuis cela, les choses se sont dégradées. Et puis il faut dire aussi que en se mettant réellement ensemble et tout, on n'avait pas calculé que mon ancienne vie aurait des répercussions sur la nôtre, actuellement. Voilà. C'est-à-dire de quelle façon? C'est-à-dire des anciennes conquêtes qui l'appellent, qui essayent de faire du forcing? Non, c'est quoi? C'est quoi alors? Problème financier. Là, j'ai des soucis avec la maison que je dois me débarrasser. Avec la paperasse qu'il y a. Voilà, avec la compagne, voilà, avec tous les remous qu'il y a dans une séparation difficile. Bien sûr. Du coup, ça pèse ça sur le couple. Donc du coup, ça pèse. Je comprends. Dans un sens, je me dis bon, c'est logique par rapport à la situation et par rapport à ce qui en est, voilà. Et d'un autre côté, vu que je suis un peu très cérébral aussi, que je réfléchis beaucoup pour très peu de choses, donc du coup, je me dis mais pourquoi se prendre la tête sur des choses futiles pour moi, à mon opinion? Pourquoi se prendre la tête, sachant qu'on est là, qu'on a réussi à faire quelque chose tant bien que mal, même si elle est au carré, ça avance quand même et qu'on essaie de faire les choses. Et puis au final, arriver aujourd'hui à cette situation. Voilà, exactement. Alors ça Thierry, j'ai bien compris, c'est ce que vous vivez, c'est votre ressenti, votre point de vue. Elle est dans quoi? Parce que pour rétablir un dialogue, c'est aussi comprendre où elle est. Vous êtes à un endroit, elle est à quel endroit par rapport à ce couple? Là, en ce moment, elle est, selon ses dires, voilà. Ouais, elle est au stade où elle est dans l'avancement de elle, voilà, de son propre avancement, voilà. C'est-à-dire qu'elle a le sentiment qu'elle peut pas compter sur vous, sur votre couple, et qu'elle pense à comment elle va avancer avec elle-même. C'est là-dedans qu'elle est. Voilà, c'est dans son but-là. Elle a décidé de faire des changements radicaux. Elle a décidé de reprendre des exemple clair. Elle a décidé de reprendre une activité professionnelle. Voilà. Mais ça, c'est pas mal pour le couple, non?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Moi, D'accord. le premier, ça fait des années que je lui dis, que je le répète et tout, et que finalement, il s'avère que d'un coup d'éclat, du jour au lendemain, c'est décidé. Moi, je pensais que c'était à force de dire les choses ou d'espérer cet avancement que cela a été fait. Non, ça a été ce déclic. Malgré tout, elle me l'a avoué à demi-mot que ce déclic s'était fait par la pseudo-relation qu'elle a eue sur Internet. Donc voilà. Ah, c'est ça qui est blessant pour vous, c'est que elle avance, mais vous avez le sentiment qu'elle avance pas grâce ou par votre intermédiaire ou le couple que vous formez, c'est qu'elle va puiser de la ressource ailleurs. En tout cas, c'est pas le couple qui lui donne la ressource aujourd'hui. Voilà, c'est pas ça le truc. Et c'est ça qui est blessant pour vous, qui est difficile. Mais c'est pas qui est blessant, c'est pas qu'elle prenne la puissance ou la force de faire des choses par rapport à une quelconque connaissance. Ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Mais par la suite, comme le reboot au visage, par la suite lors de disputes ou de reproches, ça je n'en comprends pas. Voilà. Surtout qu'au final de compte, quand je découvre cette pseudo-relation sur Internet, le matin même, 2 heures avant, elle me parlait d'avenir et tout ça. C'est ça le truc. Mais est-ce que si c'est juste parce que vous êtes au courant de cette relation, en quoi c'est contradictoire de vous parler d'avenir et est-ce qu'elle entretient cette relation qui lui donne, parce que c'est quoi cette relation? C'est de l'amitié, elle voit la personne, elle a une liaison avec Non, c'était à la base apparemment c'est un ami, c'est un ami à elle que j'ai jamais connu, que je connais pas ni d'Anna ni d'Ève, voilà. Avec des discussions très douteuses, voilà. Très Pourquoi douteuses. vous les avez vues, les discussions? Oui, je les ai vues, ces discussions. Elle vous a laissé les voir ou c'est vous qui êtes allé regarder? Comme on dit, le bon Dieu fait bien les choses, puisque... Ouais, donc vous êtes tombé par hasard dessus, on va dire. Ouais. Je suis tombé par hasard dessus. Franchement, je vous dis sincèrement, par le plus grand des hasards, je tombe sur la conversation et franchement, je tombe des nues. Voilà, entre les mots, les photos, les conversations, je suis tombé des nues. Voilà, je suis tombé des nues. Et justement, 2 heures avant, on parlait de projets, tout ça et tout. Je dis, attends, est-ce que franchement, tu te fous de moi? Franchement, tu te fous de moi. On parle de projets et tout. Elle se fout pas de vous. Elle a d'un côté envie d'y croire parce qu'elle est dans ce couple avec vous. Et de l'autre côté, c'est pas avec vous qu'elle trouve de la ressource. Donc c'est pas vous ou lui, c'est avec lui elle trouve quelque chose qu'elle ne trouve pas avec vous, et en même temps si elle vous parle d'avenir, elle se parle presque à elle-même de la possibilité d'avoir des projets parce qu'elle est dans ce couple-là avec vous. Est-ce que ça vous pouvez le concevoir comme je vous le dis comme ça, ou c'est difficile là pour vous? Là, à l'instant, là, j'ai rien compris. Oui, c'est ça. Hein. Ah oui. Souvent, femme varie, dit le poète. Alors, c'est pas qu'elle varie, c'est que, en fait, elle a, d'un côté, quand elle vous parle d'avenir, elle a envie d'y croire parce qu'elle aurait besoin d'y croire pour se raccrocher, bien sûr, à ce que vous avez construit et à ce couple. Et en même temps, et vous le constatez, douloureusement d'ailleurs, c'est pas agréable, c'est pas avec vous qu'elle prend de la ressource, c'est pas avec vous qu'elle trouve de l'énergie. Donc, ça rend dingue, on va dire, parce que vous dites, mais effectivement, elle se fout de moi parce que vous n'arrivez pas à connecter les deux. Et la question qu'il faudrait discuter avec elle en comprenant ça, c'est-à-dire en n'en faisant pas une affaire toute personnelle d'homme, mais en tenant compte d'elle, c'est de lui dire, mais d'un côté, si tu me parles d'avenir, c'est que tu as quand même envie de vivre quelque chose avec moi, c'est pas tu te fous de moi, c'est moi je comprends que tu as envie de vivre quelque chose avec moi, et qu'est-ce qui t'empêche de le vivre? Et pourquoi tu as besoin? Quelles ressources tu trouves avec lui que tu ne trouves pas avec moi? Si vous voulez vraiment, hein, moi je vous parle, voilà, dans l'optique où vous voulez vraiment construire quelque chose avec elle. Le tout c'est que, par rapport à cela, cette personne-là, j'ai demandé, je lui ai dit, écoute, sincèrement, il va falloir mettre un choix. C'est soit tu coupes les relations, parce que moi c'était pas possible, voilà. Soit tu coupes cette relation, voilà. Clair et net, on continue, ou sinon tu me dis tu peux pas, et puis là j'en serai où j'en suis, voilà. D'accord. Et là, par rapport à cela, elle a coupé la relation, voilà. Elle a coupé la relation. D'accord, donc là vous lui avez mis un ultimatum, c'est moi ou l'autre. Voilà, Thierry, en gros, c'est ça. Voilà. Ouais.
Thierry, Oui. on se quitte quelques instants pour les informations. On se retrouve juste après. À tout de suite. D'accord. À tout de À tout de suite. Pour parler à Sophie Peters, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle on échange sur vos expériences intérieures, on accueille vos vécus et on vous apprend à ne pas les juger pour vous sentir moins vulnérable. En matière d'accueil ce soir, ce sont Amandine et Paul qui reçoivent vos appels au 39 21 et Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous êtes invité à réagir au témoignage si vous le souhaitez par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr 39 21. Je suis à l'écoute de votre intérieur. Sur Europe 1, Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. Et on retrouve Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Thierry, vous nous disiez juste avant les informations que donc vous avez surpris des échanges par messagerie interposée entre votre compagne et un autre homme et que vous lui avez mis une sorte d'ultimatum, c'est lui ou moi. Elle vous a choisi manifestement, hein, elle a été d'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est instauré entre vous suite à cette action ? Où vous en êtes ? Ça date de quand ? C'est très récent ? Ça date de quelques mois, là, déjà. Quelques mois. Et alors, là, qu'est-ce qui s'est instauré entre vous, justement, comme relation ? Alors aujourd'hui, on est, comment dire, en apparence, tout va bien, on va dire. Voilà. Et une fois arrivé, comment dire, quand les portes sont closes, il ne se passe rien. Voilà. Il ne se passe rien. Elle laisse son téléphone. Et si vous allez vers elle, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Kat, qui dit peut-être en fait avait-elle été séduite par le séducteur polygame que vous étiez. Est-ce que l'homme justement l'a fait peut-être plus vibrer, qui sait, l'autre. Alors peut-être c'est une question de séduction, de retourner à la séduction que vous connaissez. Non, je pense pas. Ce n'est pas de son. C'est pas ça qui va le son faire. caractère, non, c'est pas ça du tout. Parce que avant moi, elle en a connu des hommes, voilà, on va dire, plus ou moins longtemps. Et puis ça n'a pas, non du tout. Non. Qu'est-ce que vous pensez dans la situation ? Parce que vous dites, elle est sur son portable, c'est ça, donc elle a l'air de vous fuir en fait, hein, c'est ce que vous ressentez. En fait, malgré les. Moi, je suis, je suis tactile, on va dire. Je suis tactile. Je peux la prendre dans les bras. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Je la prends dans les bras, mais elle reste là, elle reste figée. Elle ne bouge pas. Voilà. Elle reste là le temps que je serre dans les bras. D'accord. Voilà. Vous lui parlez à ce moment-là ? Vous lui dites, je te sens pas, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout à fait, tout à fait, oui, mais finalement, c'est tout le temps la même chose, oui, mais bon, tu sais, je suis pas bien et tout. D'accord. Et voilà, il y a ça qui m'embête, mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui l'embête ? C'est quoi toujours la même chose ? Des soucis par rapport à son avenir et tout machin, après les enfants, tout ça. Elle est inquiète alors ? Souvent inquiète. Et est-ce que vous pouvez la rassurer ? J'ai bossé, ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. Vous faites comment ? Qu'est-ce que vous faites pour la rassurer ? En fait, je lui dis, écoute, ça sert à rien de se prendre la tête. De toute façon, toutes les choses qu'on a déjà entreprises, ça aboutit à des bonnes choses. Voilà. Oui, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui s'inquiète que ça ne sert à rien, qui s'inquiète. C'est comme de dire à un enfant qui pleure, non, pleure pas. Elle est inquiète et vous lui dites ça ne sert à rien. Donc, quand vous lui dites ça, elle a le sentiment que vous l'écoutez pas.
que ça compte pas? Ben, malheureusement, à ma décharge, je le comprends. Ouais, Ben oui. mais Non, mais c'est pas un tort, Thierry. Oui, je sais. C'est simplement pour comprendre que c'est presque mécanique. C'est que quelqu'un qui a peur, vous lui dites n'aie pas peur, la personne ne peut pas l'entendre puisque c'est ce qu'elle vit. Donc, si prenez très au sérieux le fait qu'elle soit inquiète, c'est ça qui va recréer du contact. Ben, comment dire, le point qui revient le plus souvent, c'est son inquiétude et son état mental et physique. Voilà. Ce qui veut dire que elle a vécu pas mal de choses dans sa vie. Oui. Du plus bon au plus mauvais, on va dire, voilà. Et du coup, elle se forge une carapace, voilà. Par rapport à cela, elle se forge une carapace. Par rapport à cela, il fut le temps où la carapace, où j'avais, on va dire, j'avais plus ou moins enlevé les couches, voilà, enlevé les couches de la carapace. Les aléas de la vie font que maintenant, la carapace est devenue un avion blindé, voilà. Donc du coup, moi je suis en train d'essayer avec un petit marteau, d'essayer de voir si je peux fissurer un peu la carapace, mais rien ne passe. Rien ne passe. Elle s'enferme dans quelque chose. C'est ça le sentiment que vous avez, c'est qu'elle est enfermée en elle-même. Elle voit quelqu'un, elle est aidée, elle fait une thérapie, elle l'a aidée ou pas du tout? Oui, elle était suivie par quelqu'un et tout machin, voilà, tout à fait. Et néanmoins, d'après ce qu'il en est écoulé de tout ce que j'ai pu entendre et tout, qu'elle était dans la bonne voie, des bonnes choses et tout machin. Pour moi, ma vision des choses, c'est oh là là, c'est pas du tout ce que je pensais, voilà. C'est-à-dire? Et puis ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a dit concrètement que c'était pas elle qui avait un souci, c'était moi qui avais un souci, voilà. En gros, voilà. C'est ce qui est ressorti de. Oui, c'est un peu amer comme constat, d'accord. C'est ce qui est ressorti. En gros, c'est pas elle qui a le souci, c'est moi qui ai un souci. Parce que c'est moi qui ai un souci, qui comprend pas les choses et tout. Posant les choses simples de la vie, je comprends pas. Mais néanmoins, je suis d'accord que dans un couple, on est deux, chacun porte le tort à 50-50, voilà. Mais je ne peux pas, comme je dis, je ne peux pas. Oui. Vous ne pouvez pas, pardon Thierry. Je ne peux pas porter tous les torts à moi tout seul. Bien sûr, Thierry. Est-ce que éventuellement vous pouvez envisager, si vous en êtes d'accord, et voir avec elle de faire un bout de chemin pour le coup ensemble, peut-être pas avec cette thérapie-là, ou enfin avec quelqu'un que vous choisirez également ensemble, où vous vous sentirez écouté pour pouvoir vous parler. Parce qu'effectivement, vous avez raison, ça peut pas être vous le problème. Dans une relation, on est deux et il y a quelque chose dans l'interaction, dans le dialogue qui ne passe plus. Alors, si elle revient vers vous en disant qu'elle a zéro problème et vous les avez tous, c'est vrai que c'est pas aidant parce que ça vous met dans un corner et vous ne pouvez plus réagir. Donc, chacun est enfermé, dans la fameuse carapace. Est-ce que ça, c'est envisageable d'aller consulter ensemble? Ben moi, j'avais fait déjà les démarches pour trouver un thérapeute et tout. Voilà. Je lui en parlais. Je lui en ai parlé pour y aller avant moi et tout. Et écoute, voilà, ça sert à rien de se planter tous les deux dans un quatre murs. Bien sûr. Essayons de trouver une solution mutuelle pour pallier à tout ça. Exactement. Elle m'a répondu simplement, vu qu'elle avait suivi de son côté, j'ai qu'à y aller tout seul, quoi. Ah, donc elle veut pas du tout être sur la route avec vous, en tout cas. Elle estime que c'est à vous de fournir cet effort-là. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je lui dis, mais franchement, regarde... le problème, vous l'avez ensemble. Vous l'avez ensemble, le problème. On a ensemble le problème. Bien c'est sûr. pas toi et moi, et puis on verra ce qu'il en est. On a ensemble le problème. Il faut bien discuter, il faut me parler. Vous pouvez d'ailleurs lui dire que ça ne vous empêche pas d'aller voir quelqu'un, éventuellement, mais qu'il y a quelque chose à résoudre ensemble. Et il y a quelque chose qui concerne le ensemble. Mais ça, je l'ai fait déjà, de voir quelqu'un. Je l'ai fait déjà. Bah alors, et elle le sait, ça? Oui, elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Bah donc vous avez rempli le deal, comme on dit, vous avez suivi ce qu'elle souhaitait. Voilà, j'ai rempli le deal et tout, et puis là, je dis, la personne qui me suivait m'a dit, écoutez, monsieur, dans ce cas-là, le mieux qu'il y a à faire,
je suis une thérapie chacun de son côté, ce Bien serait une sûr. super commune. Bien Je sûr. comprends. Oui, Comme c'est ça, ma là, à ce réaction moment-là, aussi. Mais oui, quand je vous entends. là, à ce moment-là, voilà, tout à fait. Mm. Mais elle n'a pas voulu porter suite à l'affaire. Donc, du coup, j'ai dit, bon, si c'est comme ça qu'elle le prend, elle voit les choses et tout, bon, je ne vais pas Essayez. m'interpeller. Je comprends Thierry, parce que là, du coup, vous êtes un peu coincé. Essayez de la mettre en face d'elle dans le sens quelle est son intention réelle. C'est-à-dire, pas d'ultimatum, pas d'essayer, voilà, c'est pas un piège, hein. C'est de lui dire, bon, moi, je suis complètement perdue, j'ai tenté plusieurs choses, je vois que ça fonctionne pas. Quelle est son intention profonde? Parce que si l'intention, c'est pas de travailler sur le couple, ça va être difficile. On a tous des intentions qui peuvent être cachées, peut-être qu'elle se la dit pas vraiment, mais c'est quoi son intention réelle? Ça, c'est important que vous le sachiez. Ça, c'est la question à 1 million d'euros que j'ai posée il y a quelques temps. C'est la question à 1 million d'euros, Voilà. on est d'accord. Le pesant à 1 million d'euros que j'ai posé il y a quelques temps. Ouais. Et elle m'a pas répondu. Vous pouvez pas, ça bloque. Ça bloque. Si elle donne pas cette réponse, c'est qu'elle veut, elle est pas dans le fait d'être constructive. Donc, et là aussi, on est deux quand on veut construire. On est deux à avoir un problème ou à détruire des choses, mais on est aussi deux quand on doit construire quelque chose. Donc, Voilà. tout seul, lui dire, avec toute la bonne volonté du monde, tout seul, je ne peux rien. Là, vous ne pouvez rien tout seul. Là, c'est le sentiment d'impuissance complet. Mais oui, je c'est comprends le bien. sentiment d'impuissance complet parce que au point de vue de ces sentiments, je lui ai posé la question, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu as envie de faire des choses, machin. Aller en voyage, il n'y a pas de problème, mais par contre, dès que ça concerne les sentiments, les relations et tout machin, non, je reste chaud blanc, voilà. J'ai essayé de la titiller vite fait par message interporté sur le fait que voilà, j'aimerais bien faire comment dire, quelques trucs, quelque chose ensemble et tout, voilà, que nous concernant tous les deux. Au final, ça s'est terminé sur une embrouille, voilà. Pourquoi vous avez essayé de la draguer, c'est ça, par message? Lui proposer de faire des câlins? Voilà, proposition de câlin et tout, des messages un peu coquins, de toute façon, et tout, comme ça, et puis ça s'est terminé en embrouille, voilà. Elle vous en a voulu, c'est-à-dire, elle l'a mal pris? Elle s'est pas sentie respectée? Elle a mal pris, elle s'est pas sentie concernée par la situation et tout machin. Et puis finalement, je lui ai dit, voilà, tu sais quoi, franchement, laisse tomber, quoi. Tu essaies de faire un truc, et puis finalement, tu peux pas faire parce que madame a décidé que c'était pas le moment. C'est jamais le moment, c'est jamais le lieu, c'est jamais le. Voilà, je comprends pas. Voilà. Alors demandez-lui qu'est-ce qui lui conviendrait. Parce que si c'est pas le moment, elle sait peut-être qu'est-ce qui lui conviendrait. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu tout seul à faire les questions et les réponses et que vous ne savez pas ni agir ni comment la prendre parce que vous testez. Hein, c'est un peu, vous mettez plein de lignes là à l'eau et puis il n'y a rien qui mord et il n'y a rien qui marche. Repartez d'elle. C'est quoi les conditions pour faire un câlin? C'est quoi les conditions pour se parler gentiment? C'est quoi les conditions pour elle pour qu'il y ait de la tendresse? Voilà, c'est quoi ces conditions? Justement, ces questions-là, je les ai posées. Je dis franchement, quel est le protocole? Non, complet. Pas un protocole, c'est un peu dur, mais qu'est-ce qui lui conviendrait? Non, mais qu'est-ce qui lui irait? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait que ça pourrait se débloquer? Voilà. Oui. Elle n'a pas su me répondre. Elle m'a dit tout ce qui m'a ressorti. En gros, c'est qu'il faudrait que je change moi. Et changer quoi? Parce qu'on se change. Justement, je changer quoi? Oui. Elle m'a demandé à changer mon comportement vis-à-vis aux enfants, vis-à-vis à ça, vis-à-vis à... D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans le comportement? Est-ce que ça vous parle ce qu'elle vous dit ou vous n'êtes pas d'accord du tout? Oui. Si, ça me parle. Il y a des choses qui me parlent. D'accord. Des choses qui me parlent et que je tente, j'essaie de changer les choses concrètement. Je ne vais pas rester là les bras ballants en disant oui, bon, j'attends que ça me passe. Non, du tout. Que j'essaie de faire les choses. Voilà. Après, néanmoins, j'estime aussi que de notre côté, dans l'autre sens aussi, ça doit y aller aussi. Oui, vous avez le sentiment de faire des efforts, voilà, de comprendre ce qu'elle dit, mais que c'est à sens unique. C'est ça, ce sentiment que vous avez. Voilà, c'est à sens unique. Voilà, c'est à sens unique et que moi, je reste là, seul de mon coin, comme dans mon corner, en train d'attendre pour voir comment ça se passe. On ne sait pas où ça va tomber, mais ça va tomber. Voilà. Voilà le but que j'ai. Ouais. Peut-être vous pourriez faire le constat auprès d'elle que vous vous sentez dans une impasse. Parce que là, vous semblez être dans une impasse.
Et de dire voilà, j'entends les changements de comportement, voilà, j'ai un peu tout ce que vous êtes finalement en train de nous dire là, et de lui dire j'avoue je sais plus si je jette l'éponge ou j'ai proposé la thérapie de couple. Il y a certains comportements voilà que je mets en place avec de la bonne volonté, je tente de l'écoute et à chaque fois j'ai le sentiment qu'il y a rien qui va. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? La réponse que j'ai eue à cette question, c'est que écoute, si t'es pas content, tu te fais une autre. Il y a Lilia qui dit très justement par SMS, la question cruelle qui vient à l'esprit en vous entendant, c'est votre compagne vous aime-t-elle encore? Ou vous aime-t-elle vraiment? C'est ça la question que je lui ai posée il y a la semaine dernière. La semaine dernière que je lui ai posé la question. Et la réponse? Elle n'a pas répondu. Elle a répondu. Il y a René qui dit ce que j'entends de mon côté, c'est qu'elle ne se sent pas valorisée auprès de vous. Vous en pensez quoi? Ça ne se sent pas valorisée. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thierry, de ça? C'est ce sentiment-là? Franchement, non, du tout. C'est pas une question de. Je lui fais des compliments. Alors, on va dire que valoriser, c'est pas faire des compliments. Certaines personnes me l'ont dit déjà, voilà. Valoriser, c'est sentir qu'on compte, que la parole compte, qu'on a de la valeur. En tant que personne, c'est vrai, c'est pas des compliments, c'est sentir. Mais moi, j'ai le sentiment dans vraiment tout ce que vous racontez, rien que la proposition d'une thérapie de couple, c'est une volonté d'arranger les choses. Moi, ce que j'entends de vous, c'est une volonté que les choses s'arrangent. Voilà. Ça veut pas dire qu'on est toujours très adroit et qu'on sait y faire. Mais ça, voilà, on est ce qu'on est. Mais c'est la volonté qui compte. C'est le proverbe qui dit où il y a une volonté, il y a un chemin. Vous avez la volonté. Vous dites bon, ok, on fait quoi de ça? Alors vous tentez plein de choses. Voilà, ça marche pas. Enfin, plutôt, ça marche pas pour le moment. Mais il y a de la volonté. Chez elle, en face, il n'y a pas de volonté. C'est ça qui est compliqué. Non, vous avez une volonté pour deux. Ouais. Et vous avez une volonté. Je tombe contre dur. C'est comme si demain on dit le mur de Berlin il est là et puis il s'est passé. C'est impossible. Ouais, il y a Momo qui dit peut-être que voilà, l'amour s'en est allé. Il y a Cathy qui dit vous avez l'air jeune, à ce train-là vous allez vous user, le risque c'est la déprime. Elle dit proposer une thérapie de couple si elle veut pas partir. Oui, vous l'avez déjà proposé la thérapie de couple. Oui, j'ai proposé. Bien sûr. Thierry, c'est vous qui allez maintenant décider par vous-même de ce que vous comptez faire parce que je rejoins le message de Cathy, vous pouvez pas vous épuiser. Vous pouvez pas constamment être celui qui cherche à trouver une solution par tous les moyens. Donc à un moment donné, il y a un constat à poser de dire je me sens impuissant, c'est fort pour un homme de pouvoir se dire ça. Et de fait, elle vous rend impuissant. Elle vous permet pas. C'est clair et net. Je fais quelque chose au cours d'une dispute, je lui dis franchement, tu sais quoi, à t'écouter, je suis le bourreau de tout ce qui en est de ta vie, voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis le moins que rien puisque maintenant j'étais personne grata à tous les reproches, voilà. Et que maintenant j'ai beau me diminuer tant bien que mal pour essayer d'arranger les choses, je me sens impuissant comme tout ça. Ouais. Je n'ai pas de solution. Même mes propres amis qui sont plus ou moins au courant de tout ça, ils me disent franchement mec, je sais pas comment tu fais. Non. Effectivement. Là, ça va être une décision qui va être très personnelle pour vous, Thierry, parce que vous êtes en face d'un choix très concernant pour vous et pas facile. Mais c'est au moins de lui poser ce constat en lui disant, tu sais, je suis au bord de jeter l'éponge parce que tout ce que j'ai proposé, il y a rien qu'elle attrape. Donc vous pouvez pas faire les choses pour deux. Et si vous êtes celui par qui tous les malheurs lui arrivent, et si elle en a décidé ainsi, c'est-à-dire que c'est vous qui portez toute la responsabilité de ce qui ne va pas dans sa vie, il y a quelque chose de l'ordre du déséquilibre là pour vous. C'est déséquilibré dans la relation. Personnellement, je suis bien d'accord qu'il y a des torts dans tous les sens, d'accord. Donc moi j'ai une part de responsabilité, je ne le redis pas, je suis tout à fait d'accord, il y a une part de responsabilité. J'ai dit des choses qui ne devaient pas être dites, voilà. J'encaisse. Je me suis
tort dans certains cas quand je pouvais démontrer que j'avais le tort, voilà. Néanmoins, à l'heure actuelle, j'entends un jour, lundi, on fait des projets lointains, voire proches pour des trucs concrets. Et puis le mardi d'après, le mardi au coucher de soleil, ça y est, j'ai marre de te voir et tout machin. Voilà. Oui, elle est pas stable, là. Vous sentez bien qu'elle est pas stable, là. Donc, voilà, c'est elle aussi qui va pas bien. Thierry, je crois que voilà, vous avez là toutes les données, l'enjeu de la relation. C'est vous maintenant qui allez décider dans votre cœur ce qui convient et ce qui convient au mieux pour vous. Vous avez besoin d'avancer là. Donc, je vous souhaite de trouver. Sincèrement, ouais. Vous avez besoin de trouver pour vous la sortie de cette situation. Bon courage à vous, Thierry. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir, Sophie. Bienvenue. Ça me fait plaisir de vous avoir Oui, moi enfin. Aussi. Oui. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous appeler et puis je recule tout le temps parce que je me dis que c'est terminé, que je ne peux plus trouver de solution ou être aidée ou être comprise, voilà. Oh, et vous puis avez ce bien soir, fait alors d'appeler. Oui. Oh, et puis après ce soir, après une journée terrible où j'ai fait des crises d'angoisse avec des idées suicidaires et tout ça, voilà, je me suis trouvée dans la disposition de me tourner vers vous. Voilà. C'est déjà un acte de courage et important pour soi de demander de l'aide et d'appeler. Donc bravo. Voilà, c'est déjà quelque chose que vous faites pour vous, Joël, et ça c'est bien. Voilà, ça c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est de terrible là que vous vivez? C'est-à-dire que c'est une vie entière compliquée. Oui. Mais si vous voulez, la question qui se pose maintenant, j'ai donc 75 ans. Oui. Je me suis mariée très très jeune. À 19 ans, j'avais mon premier enfant. À 23 ans, j'en avais 3. Et à 23 ans, je demandais le divorce. Voilà, j'avais un mari qui me battait. Dans les années 60, c'était pas du tout anormal. Et évidemment, s'il me battait, c'est que je le méritais, enfin. Voilà, en gros. Hein. Donc, je suis partie. J'ai demandé l'autorisation au juge de l'habitation séparée pendant que le divorce se faisait. Donc, je l'ai obtenu. Et voilà, à partir de là, ma foi, évidemment, me retrouvant toute seule à 23 ans, sans avoir jamais travaillé, avec des petits-enfants. Mon bébé plus jeune avait 7 mois. Et l'aîné avait même pas encore 4 ans et ma fille au milieu de 3 ans. Ça a été tout de suite difficile, quoi. Bah oui, c'est énorme. Voilà, et vos parents étaient là? Vous aviez de la famille? Vous avez été soutenue? Non, alors toute la famille du côté de mon mari dressée contre moi. Bah oui. Et toute ma famille, la famille de mon côté, mon père remarié, préoccupé entièrement de sa nouvelle vie. Voilà, de sa nouvelle vie, de ses nouveaux enfants. Donc toujours, j'étais dans une grande solitude. Et plus de maman, plus votre maman. Non, oui, je sais pas, c'est comme si vous pouviez le deviner. Non, pardon, elle était décédée. J'avais 9 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'avais un frère aîné qui avait 7 ans de plus que moi. Donc mon père, quand ma mère est tombée malade, j'ai été mise en pension chez des religieuses à l'âge de 6 ans. Donc elles m'ont quand même entourée et pas fait vivre tout à fait le même régime que les autres pensionnaires qui étaient plus âgés. Mais néanmoins, ça a été très très difficile. Et c'est donc là, dans cette pension, que j'ai appris la mort de ma mère par une religieuse qui m'a fait sortir de classe et qui me l'a dit. Ça voulait absolument rien dire pour moi. Je savais que maman était malade, mais enfin, j'avais jamais vu de mort. C'était une notion abstraite, quoi. Bah oui, et donc voilà, je reviens voilà, j'ai une vraie passé petite Cosette, dès le départ. Donc à 23 ans toute seule avec 3 enfants, donc en bas âge. Ouais, et une mauvaise santé.
parce que j'avais été battue. Donc, à 23 ans, on me donnait, les hommes de loi qui s'occupaient de moi me disant, on dirait que vous avez 40 ans, ma pauvre Joëlle. Et voilà. C'est vrai, j'étais très fatiguée, le visage marqué, enfin bon. Enfin bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Et avec mes enfants, ça a été difficile, mais en même temps, ça a été encore plus difficile parce que leur père a décidé de ne plus payer sa pension alimentaire, qu'il avait d'abord divisée par deux. Il a payé que la moitié à la nourrice à qui une assistante sociale qui me suivait avait trouvé pour garder mes 3 enfants en même temps, parce qu'ils étaient tout petits, il ne voulait pas les séparer. Donc, quand il a cessé de payer sa pension, moi, je travaillais dans un bureau d'un maire d'une ville moyenne, mais je débutais, quoi, bien donc sûr, j'étais pas très bien payée. Alors ça a été terrible, quoi. Je me suis retrouvée avec mon petit salaire, la nounou et la moitié de ma pension, la nounou a payé, et à cette époque pas d'allocation familiale, bien entendu, aucune aide. Voilà, donc là j'ai fait en 67 une première tentative de suicide qui a bien failli marcher. Puisque on m'a déclaré cliniquement morte, on m'a donné l'extrême onction, etc. Après, ça m'a valu presque 1 an de clinique psychiatrique pour me retaper et tout ça. Et pendant ce temps-là, vos enfants étaient où? Et ils étaient toujours chez la fameuse nourrice. Et votre ex-mari s'en occupait pas? Le père s'en occupait pas? Non, il s'en occupait pas. Il allait les voir de temps en temps, quoi, selon la fréquence qu'on lui avait accordée. D'accord. Oui, au même endroit, dans la montagne, chez des fermiers d'ailleurs qui n'étaient pas très évolués, mais c'est l'assistante sociale qui avait choisi, j'avais pas vraiment eu le choix, moi. Il fallait que je trouve du travail. Et moi, pendant que mes enfants étaient en nourrice, j'avais trouvé une habitation dans un couvent de religieuses de la ville où je travaillais, et donc j'ai habité là pas mal de temps, quoi. Et c'était loin de chez les enfants? Vous alliez les voir en week-end? 40-45 kilomètres, donc c'est très loin. J'avais conservé ma voiture, ma voiture. Oui, enfin bon, ça je passe là-dessus, c'est pas très important. Mais vous alliez les voir? Oui, j'allais les voir, voilà. Donc ensuite, et quand j'allais les voir, j'avais l'habitude de... C'était tellement dur le dimanche soir, je m'arrêtais dans un bar, assez bien coté, et je me payais toujours mon petit martini, truc comme ça. Et un jour, j'ai été abordée par un jeune homme que j'avais l'habitude de voir aussi, mais on ne s'était jamais parlé. Il est venu s'asseoir avec moi. Il m'a dit qu'il me voyait tout le temps toute triste le dimanche soir. Enfin voilà, il s'est montré très sympathique. Et on a noué une relation comme ça, petit à petit. Et c'est grâce à lui, si vous voulez, que j'ai pu quitter la région que j'habitais au moment de mon divorce avec mes enfants pour venir dans le sud, quoi. D'accord. Voilà. Avec lui? Vous avez habité avec lui? Voilà, avec lui, on lui avait offert un poste assez important, donc il m'a proposé d'emmener tout le monde. Voilà. Ah, extra. Donc là, vous avez retrouvé vos enfants à ce moment-là? Voilà, j'ai retrouvé mes enfants grâce à lui. C'est un garçon très gentil, mais je n'étais pas du tout amoureuse ni quoi que ce soit. Mais je l'aimais beaucoup, il était très intelligent, cultivé, enfin voilà, il était agréable à vivre, quoi. Et nous voilà partis. Et au bout de 4-5 ans, ça a commencé à mal se passer parce que moi, j'ai vraiment rencontré l'amour à ce moment-là. Ouais. Et donc, je l'ai quitté. Et donc, ça s'est passé. Et il y a eu énormément de difficultés là aussi, parce qu'il a fait une dépression nerveuse, cet homme-là, qui était son petit. Et puis moi, comme j'étais toute seule, il a fallu que je place mes enfants en pension aussi, et pour que je puisse travailler, parce que de toute façon, j'avais pas plus de monde dans le Midi que là où j'étais avant. Et dans cette histoire d'amour, donc vous l'avez quitté pour un autre homme.
avec Oui. lequel vous n'avez pas vécu, parce que vous dites je me suis retrouvée toute seule, j'ai dû passer mes enfants. Non. Si, on a vécu ensemble, mais avec énormément de difficultés parce qu'il Ouais. était plus jeune que moi. Et c'était à l'époque de, je sais pas, comment elle s'appelait, l'affaire pas Rescoussier, un nom comme ça, cette professeure qui avait eu cette... Ah oui, avec voilà, une liaison avec un garçon plus jeune. et qui s'est suicidée à la fin. Oui, Vous voyez, dans la région d'Aix-en-Provence. oui. Donc, c'était à la même époque. Donc, ça s'est très, très mal passé avec les parents de ce jeune homme, qui a essayé lui aussi de se suicider. Mais enfin, bon, après, il m'a dit que c'était plutôt pour leur faire peur. Il était fils unique. Et donc, ils ont abandonné la plainte contre moi et ils ont émancipé leur fils. Et là, on a vécu ensemble plusieurs années. Il a repris ses études, où il a travaillé. Enfin bon, il a fait ce qu'il pouvait. Son grand-père nous aidait aussi chaque mois en nous donnant un peu d'argent. Voilà. Mais moi, j'avais pas une très bonne santé, donc je travaillais. C'était un peu en intermittence, quoi. Voilà. Donc déjà, la situation était pas très stable non plus pour mes enfants, tout ça. C'est ça. Et puis je suis vraiment tombée malade pour de bon parce que j'avais plein de choses qui n'allaient pas, notamment ma colonne vertébrale. Donc le médecin on m'a plâtré à 35 ans et on m'a fait partir. On faisait une tentative pour voir si on pouvait faire quelque chose, plâtrer le tronc, tout ça. Et on m'a mis dans une maison, vous savez, un centre héliomarin, où je suis restée pas mal de temps. Mon fils aîné, qui avait aussi des problèmes de dos, était dans un autre centre héliomarin, mais au même endroit, si vous voulez. Oui. Et voilà. Alors, ma fille, elle avait été accueillie dans une maison d'un des médecins de la ville pour la garder le temps qu'elle puisse continuer d'aller à l'école au même endroit, et parce qu'il avait ses enfants au même endroit. Ma fille était là et mon petit garçon, qui était le plus jeune et qui était vraiment, lui, né prématuré, tout ça, et toujours un peu fragile, il était parti en maison d'enfants dans les Alpes, quoi. Et voilà, donc tout le monde était casé, si vous... C'était... Mais séparés, toute la fratrie était séparée. Toute la fratrie, mais moi, enfin voilà. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'a commencé à se créer dans mes enfants une rancune envers moi. Je ne saurais pas le dire à quel moment. J'arrive pas à voir à quel moment ça s'est dégradé, mais quand même, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai repris mes enfants. Ils avaient quel âge, là? Ils ont quoi? Ils ont 15 ans, là? Là, dans ce que vous racontez, quand votre fille est accueillie chez le médecin, le plus jeune en maison d'enfants, ils ont quel âge, là? Mon fils est né à 15 ans, ma fille donc 13 ans. D'accord. Et puis le plus jeune, il a 2 ans de moins. D'accord. Il a 10 ans, quoi. Enfin, d'accord, ils sont encore petits. Ouais. Oui, bien sûr. Et alors, tout le temps, je me battais pour essayer de trouver quand même des appartements meublés. Enfin, bon, c'était la galère, quoi. Bon. Et j'ai quand même aidé mon fils aîné à rentrer dans un lycée agricole où le bac qu'il avait ne lui permettait pas d'entrer. Moi, j'avais des relations, donc il a pu y rentrer, faire ses études comme il voulait. Et enfin, j'ai fait de mon mieux. J'ai trouvé du travail à Paris. Je suis partie à Paris avec ma fille pour qu'elle puisse rentrer à Créteil, à la fac de médecine. Après, elle est allée à Bobigny en fac de médecine douce. Elle préférait ça. Dans la famille, on était comme ça. Voilà. Et mon plus jeune fils, lui, a choisi de rester avec son père. D'accord. Donc, on s'est éloigné avec lui. Par ce biais-là, parce que son père ne l'élevait pas du tout comme moi, n'avait pas la notion de la même éducation, ni la même instruction, enfin bon, ni même la même mentalité. Vraiment, on était de deux milieux sociaux très très différents. Et moi, autant je faisais tout mon possible pour encourager mes enfants à étudier, à être de bons élèves, enfin à leur faire connaître des gens intéressants pour eux, tout ça, pour les stages qu'ils devaient faire, enfin, on travaillait en été.
je faisais tout ça que l'autre, il n'avait pas tout ça, vous voyez. Mais on n'était plus dans la même ville, là. Hein. Ouais. Lui, il était retourné avec son père, nous, on était toujours dans le Midi. Oui, parce qu'entre-temps, voilà l'homme que j'aimais, avec qui j'avais eu les problèmes, vous savez. Oui, le plus jeune, voilà, là. Voilà. Entre-temps, il est mort. Oh là. Il est mort en 86. Et Donc vous avez perdu votre compagnon à ce moment-là. comment? Vous avez perdu votre compagnon à ce moment-là. Voilà, tout à fait. Et ça a été un choc terrible parce que c'est le seul homme que j'ai aimé de ma vie, de ma vie vraiment, avec qui j'ai découvert le plaisir, tout ce qu'on pouvait découvrir quand on est amoureux, et puis qu'on est vraiment comme des âmes sœurs, quoi, malgré la différence d'âge. Et alors, moi, donc, à ce moment-là, j'étais retournée travailler à Paris pour accompagner ma fille à Bobigny, là, qu'elle ait un lieu de vie, qu'elle se vivait chez moi. Et après ce décès, je suis retournée dans le Midi, Oui. parce que ce garçon était enterré dans le Midi, puisque sa famille est du Midi. Oui. Et moi, dans ma dépression nerveuse de l'époque qui était vraiment pas claire, je me voyais vivre le restant de ma vie comme une veuve éplorée sur sa tombe, quoi, Ouais. vous voyez. Oui. Voilà, c'était ça mon... Terrassé par ce deuil, oui. Ah oui, complètement. Je me voyais travailler, bien sûr, mais mes samedis, mes dimanches, je les voyais comme ça, sur sa tombe, à pleurer. Enfin, bon, j'étais vraiment malade. Et ça, je pense que ça a commencé là plutôt, les difficultés avec mes enfants. Je m'en occupais toujours. Mais lorsque je travaillais à Paris, j'avais une très bonne situation. Et ils étaient fiers de moi. C'est un mot qu'ils employaient souvent. Ouais. Je faisais de l'art lyrique. Bon, j'avais une voix. J'en étais arrivée au niveau professionnel. Waouh. Et oui, mais bon, voilà, toujours le manque de confiance en moi et puis ce deuil a tout cassé, quoi. Oui, parce que vous, en fait, vous habitiez donc ensemble à Paris quand il est décédé. Vous étiez ensemble? Non, il est décédé dans le sud. Donc, vous viviez pas ensemble? Vous viviez plus ensemble? Plus ensemble et ensemble à côté, parce qu'en fait, il est décédé. On s'était pas vu quand on s'est quitté à un moment donné, vaincu par les parents, par tout le monde. On vivait ensemble depuis 6 ans. Il s'est laissé influencer. Il est parti. Et on s'est revus 9 ans après. Oui. Sur mon initiative, je descendais dans le Midi voir mes enfants et j'ai eu l'idée de téléphoner là où ils travaillaient quand on était ensemble, en me disant au bout de 9 ans, t'as aucune chance de le retrouver. Et il y était, il est venu au téléphone tout de suite et on a fixé rendez-vous pour se revoir le lendemain. Il est venu et j'ai vu à ce moment-là qu'il était, donc il avait pris 9 ans, il était d'une séduction extrême, enfin je veux dire, on s'est regardé comme si on s'était quitté la veille, quoi. Et lui aussi avait une attitude très... Il n'arrivait pas à l'analyser. Et à un moment donné, il a dit, quand je pense que mes parents disaient que j'aurais honte de toi quand tu aurais 40 ans, mais qu'est-ce que tu es belle, il m'a dit. Il était subjugué parce qu'il s'était fait une image de moi qui correspondait à toute l'entreprise de destruction de ses parents. Et ce qu'il avait sous les yeux à 44 ans, c'était pas du tout ça, quoi. Et l'histoire est repartie entre vous à ce moment-là? Et justement, donc, oui, lui devait justement retourner à la rentrée scolaire de l'année, puisqu'on s'est vu, c'était en août, quelque chose comme ça. À la rentrée scolaire de la même année, il devait continuer ses études à Paris, son doctorat de psycho à Paris. Voilà, il avait tout réussi tous les degrés avant, quoi. Et donc, moi, j'étais ravie. J'ai dit, tu vois, on va pouvoir se revoir et tout. Il m'a dit, oui, mais entre-temps, je me suis mariée, j'ai un fils, mais c'était un mariage presque forcé par mes parents, parce qu'ils disaient que je t'oublierais, etc.
Voilà. Et en fait, son père m'a dit, parce que j'ai vu son père, ses parents après sa mort, je les ai vus plusieurs fois. Son père m'a dit, à partir du moment où il vous a revu, il est tombé dans la dépression. Et voilà, il s'est tiré une balle dans la tête, quoi. Ah, il s'est suicidé. Donc, parce qu'il avait dit à sa femme qu'il voulait divorcer, et elle n'a pas voulu. Donc, elle voulait mettre les bâtons dans les roues, voilà. Et Joël, parce que je crois, comme je vois évidemment le temps avancer, vous vouliez parler de vos enfants et de la relation avec vos enfants, parce qu'en fait vous essayez de retracer là dans l'histoire que vous nous racontez à quel moment ça a décroché avec vos enfants. Eh bien, écoutez, comme après avoir fait cette dépression à Paris, j'ai perdu mon boulot, donc je suis rentrée dans le Midi. Et là, ça a été, avec mes problèmes de santé et tout, la galère, quoi. Ça a été, comme on dit, la spirale... descendante, ouais. Oui, pas ascendante, mais descendante, oui. Descendante, oui. Ouais. Et j'ai fini par me retrouver avec 2000 francs par mois pour vivre, en invalidité, toujours pour mon dos et puis aussi pour ma dépression jugée chronique. Hein. Voilà, donc j'ai fait des petits boulots de formatrice à droite à gauche, voilà, ça m'a permis de gagner 3 sous. Mais si vous voulez, aux yeux de mes enfants, je représentais plus cette maman dont ils étaient si fiers. Ouais. Voilà. Quand ils venaient à Paris, ils venaient m'entendre chanter, ou alors comme j'avais quand même des relations dans ce milieu, j'avais des places gratuites, bien placées. On était invités souvent, voilà, à des cocktails, des choses comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec vos enfants, Joël? Eh bien, il se passe qu'ils se sont complètement détournés de moi. Ils sont extrêmement violents, pleins de reproches, me disant que de toute façon, dans la vie, c'est les parents qui doivent aider leurs enfants et que c'est pas eux de m'aider maintenant. Quand je les vois, je suis arrivée à avoir peur de les voir, de mon fils aîné surtout, qui ressemble énormément à son père et qui me menace, qui lève la main. Enfin, il m'a pas vraiment touché, lui, mais bon, il me menace, il met le pied dans l'ascenseur quand il a encore quelque chose à dire, il crie dessus. Mais il vous menace de quoi? Quand il vous crie dessus, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est quoi le sens c'est quoi cette violence? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que j'ai été une mauvaise mère, que quand on a des enfants à élever, ben même si on est malade, on travaille. Mais c'est ce que vous avez fait. Voilà. Que mon fils aîné m'a jamais reproché la relation avec cet homme que j'ai aimé d'ailleurs. Il l'aimait bien aussi. Voilà, ils n'avaient pas beaucoup de différence d'âge, mais bon. Ils s'aimaient bien quand même, ça marchait bien. Mais c'est après, et d'ailleurs, je me doute, parce qu'ils ont gardé la relation avec leur père. À ce moment-là, ils sont allés voir leur père de plus en plus souvent, et je vous parle de les années précédentes aussi, là. Et leur père n'a cessé de dire du mal de moi. Il n'a jamais baissé la garde. Et avec votre fille, ça se passe comment, Joël? Avec votre fille, ça se passe comment? Très mal, bien plus mal. Parce qu'à force de chercher ce qu'elle pouvait avoir, j'ai finalement trouvé qu'elle souffrait des troubles de l'attachement. Parce que quand on l'a placée, au début que j'ai dû travailler, tout à fait au début, donc après mon divorce, ils sont partis, les 2 petits sont partis du côté de Biarritz. Ouais. Elle avait l'âge de 3 ans, et elle pleurait beaucoup, sa maman. Et moi aussi, je pleurais beaucoup, même que j'ai eu envie d'aller là-bas au rocher de la Vierge et de me ficher en bas, quoi. Ouais. Parce que je me sentais complètement démunie et seule avec ces 3 petits bouts, comment faire? Et alors elle, c'est terrible. Elle ne peut pas me voir sans me reprocher. Je fais pas d'efforts, je fais plus de sport. Joël, quand vous entendez ces enfants qui sont pleins de reproches, et je comprends que c'est douloureux à entendre, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous faites dans ces cas-là? Eh ben, j'ai essayé j'ai tout essayé. J'ai essayé les explications calmes.
de répondre quand elle évoque son père qui lui a dit telle chose. Mais je lui dis, mais Martine, ça n'est pas vrai, ou alors Martine, ça n'est pas exactement ça. Je vais te donner ma version. Ah, mais je te connais, t'es une menteuse. Voilà. Je suis une menteuse. Voilà, je suis une menteuse. Joël, dans toute l'histoire que vous racontez, il y a énormément d'amour, mais d'amour blessé. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que dans tous ces reproches, c'est pas tellement ce qu'ils disent qui compte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont vous chercher tous les griefs possibles et inimaginables. Vous avez en face des petits, encore des tout petits, complètement malheureux et un peu traumatisés. Alors, évidemment, l'histoire et l'objectif, c'est pas de vous rendre coupable de ça parce que vous le racontez très bien et c'est excessivement touchant de vous écouter. On sent, on imagine, hein, on la voit, la jeune fille de 23 ans complètement perdue. On voit la jeune femme qui, voilà, vit des histoires d'amour pour essayer de se reconstruire et de se solidifier. Vous-même, vous avez perdu votre maman excessivement jeune, donc vous avez une histoire très tragique dont vos enfants héritent d'ailleurs, hein, et que évidemment vous avez le sentiment et c'est très courageux, vous le dites, d'avoir fait ce que vous pouviez faire, mais ça j'allais dire, ça marche pas pour leur défense. C'est quand même leur dire ça, c'est, j'allais dire, c'est presque intellectuel, enfin, pour eux, de votre part, de dire, j'ai fait ce que je pouvais. Par contre, si vous pouviez juste, en vous oubliant finalement un peu, ne surtout pas rentrer, parce que c'est pas une question de culpabilité, de dire, mais oui, mais je réalise à quel point, quand je vous vois comme ça, dans ces violences, dans ces reproches, comme vous avez été des petits-enfants malheureux et ballottés. Si vous pouvez oui, mais je leur dis, excusez-moi. Oui, non, je vous en prie. Ça aussi, je leur ai dit, et même des fois en sanglotant. Mais sangloter veut dire que vous vous sentez coupable de ça. C'est plus d'accueillir. C'est pas tellement. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement vous qui êtes en cause, mais ils parlent d'eux. Et peut-être que peut-être que c'est difficile en tant que mère. C'est que, évidemment, que vous, ce qui est terrible, c'est de pouvoir entendre et de pas rentrer dans une culpabilité. C'est simplement prendre acte que la vie a été excessivement difficile pour vous. Que oui, ces enfants ont souffert et de rester juste dans l'amour qui peut vous unir pour pas que cette violence continue à tous vous blesser. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que, entre-temps, évidemment, j'ai cherché tellement de solutions. J'avais convaincu mon fils d'aller voir un psychiatre pour parler. Oui. Ma fille n'a jamais voulu en entendre parler. Quant à mon autre fils, c'était pas la peine parce que lui, il se plaint de rien. Il est poli quand il me téléphone et il est gentil. Enfin, bon, gentil. Mais distant. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai déjà fait ça. Et donc, Ensuite, j'ai proposé qu'on fasse une thérapie familiale. Super, Joël. Ouais. Ils l'ont refusé. Ils veulent pas, ouais. Enfin, mon fils aîné voudrait bien, mais ma fille ne veut pas. Elle dit, c'est pas moi qui suis malade, c'est vous. Bon. C'est pas une histoire de maladie. Alors, justement, très bien, Joël, rentrez là-dedans. Quand elle dit ça, vous dites évidemment qu'on n'est pas malade et c'est pas une histoire de maladie. C'est une histoire d'amour qui s'est mal enclenchée. C'est-à-dire qu'il y a plein d'amour, pas perdu, parce que l'amour n'est jamais perdu entre vous, mais d'amour qui a pas pu se vivre et qui a pas pu se dire ou qui s'est mal dit. Et c'est ça qu'il faut redire. C'est ça qu'il faut remettre. Parlez-lui d'amour à votre fille. Ne parlez ni maladie, ni problématique. Je m'entends dire que je suis une menteuse, qu'après tout, eux, ils savent la version de papa. Mais ne rentrez pas là-dedans. Qui est mort entre-temps, d'ailleurs. Joël, ne rentrez pas là-dedans. C'est pas une histoire de mensonge, de version, parce que du coup, vous passez en mode défense et vous cherchez des arguments. Et donc, c'est le mental. Sans arrêt. Bah oui. Et c'est là où, du coup, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Plus vous rentrez dans la justification et plus vous allez recevoir de coups, d'une certaine manière. Non, c'est pas une histoire de... Il n'y a rien à justifier. Il y a une vie qui s'est vécue comme elle s'est vécue. Mais aujourd'hui, vous êtes là et vous avez besoin de vous retrouver et de pouvoir vivre de l'affection. Parce qu'ils en ont besoin et que vous en avez besoin. Parce que toute cette affection qui a manqué, c'est de ça dont ils souffrent et vous souffrez de la même chose.
Oui, mais figurez-vous que moi, ils me font tellement peur depuis des années et tout. Ah. Ma fille m'a frappée plusieurs fois, hein, et avec des mots orduriers, en me tapant avec des coups de pied ou des coups de poing. Mais vous faites quoi dans ces moi, cas-là, Joël? Quand Parce c'est... que, Oui, qu'est-ce eh que bien, vous faites justement, dans ces cas-là? Par Oui. exemple, quand on se dispute, pour une raison X, notamment toujours pour l'argent, parce qu'évidemment, je gagne plus du tout l'argent à la retraite que je gagnais, par exemple, quand j'étais à Paris. Ouais. J'avais un très bon salaire. Je Et comprends. puis avec... Joël, je suis vraiment désolée parce qu'on va devoir se quitter. On arrive à la fin de l'émission et ça m'ennuie de vous quitter comme ça. Mais Joël, si vous pouviez juste garder de notre échange, de prendre la mesure de toute cette vie douloureuse et magnifique. Il y a Romuald qui dit c'est bouleversant. Il y a tellement de plaies à penser de part et d'autre. Il y a des plaies à penser. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas d'histoire d'argent. N'acceptez pas que vos enfants vous maltraitent, évidemment, mais surtout essayez de leur opposer et de leur poser en leur redonnant beaucoup d'amour. C'est de ça dont vous avez tous besoin. Ne gardez que ça et oubliez presque tout le reste. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre de la distance pour apaiser Non, bien sûr vous pouvez, mais mettez surtout de l'amour avec votre cœur. C'est vraiment, il n'y a que ça qui va vous aider. Vraiment bon courage à vous, Joël. Merci de nous avoir appelés. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. On se retrouve demain à 23h.